Le papier est absolument partout dans notre quotidien, à tel point qu'on ne l'identifie parfois même plus ou qu'on le confond avec du plastique. Il faut bien dire que le papier est d'une banalité déconcertante pour notre monde moderne et qu'on ne s'interroge plus trop de savoir de quoi il est fait. Eh bien c'est exactement ce que l'on va faire dans cette vidéo en moins de 30 minutes. Et avant de commencer, j'aimerais que vous trouviez un papier autour de vous, je suis sûre qu'en cherchant bien vous allez en trouver un, et que vous preniez le temps de le toucher, de l'appréhender, de sentir sa texture et d'essayer de deviner de quoi il est fait. Eh bien sachez que ce papier si anodin que vous tenez maintenant dans vos mains est très éloigné de la forme qu'il revêtait lors de son invention en Chine il y a plusieurs millénaires. L'histoire de la Chine attribue la fabrication du papier à Cai Lun, haut fonctionnaire de la dynastie des Han, en l'an 105 de notre ère. Cai Lun, eunuque de l'office des armes et des outils, aurait en réalité perfectionné une vieille recette et l'aurait présentée à l'empereur. Ce dernier le félicite de son invention et officialise l'utilisation du papier dans tout l'empire. Le papier va progressivement remplacer les habituelles lamelles de bambou ou de soie qui servaient jusqu'alors de support d'écriture. Des fragments retrouvés parmi les ruines d'un fort chinois situé dans le désert du Taklamakan montrent qu'en réalité, le papier existe au moins depuis le IIIe siècle avant notre ère et qu'il circulait déjà aux confins de l'empire. La légende de Cai Lun décrit son procédé comme un broyage de fibres végétales avec des cordages, des filets de pêcheurs et de vieux tissus pourris dans un mortier allongé d'eau. Plus précisément, la fabrication des premiers papiers chinois consistait à faire macérer l'intérieur d'écorce de mûrier et de fibres de chanvre dans les marais jusqu'à leur putréfaction, puis à cuire la matière disloquée dans une lessive de cendre alcaline pour venir la marteler ensuite avec un pilon et un mortier jusqu'à dissociation des fibres. La pâte obtenue est délayée dans l'eau, dans laquelle la matière est puisée avec une forme, une sorte de tamis qu'on laisse sécher au soleil jusqu'à ce que la feuille se décolle. Retenez bien ce mot, il va revenir tout au long de la vidéo. À ce stade, la feuille est poreuse comme le buvard. Pour la rendre propice à l'écriture, on enduit sa surface d'une fine couche de cire ou de colle d'amidon de riz appliquée à la main. La feuille peut être trempée dans une teinture végétale qui la protège des attaques d'insectes, elle se décline alors en couleur rouge, jaune ou verte. Selon les régions, la pâte est coupée de paille, de fibres de lin, de cocon de soie, de jute, de bois de santal, d'hibiscus, de liane, de mousse et d'algues, de bambou et de rotin, et tout ce qui tombe sous la main. Plus léger que le bambou et moins cher que la soie, le papier se répand rapidement en Chine et devient une des fiertés du pays. Au 7e siècle, la bibliothèque du second empereur de la dynastie Tang était constituée de 200 000 volumes, alors que la bibliothèque pontificale totalisait une centaine d'ouvrages. Sous cette dynastie, Cai Lun est transfiguré par les fabricants de papier comme le dieu des papetiers, son mortier légendaire placé comme trésor dans le musée impérial. Il est considéré encore aujourd'hui comme l'une des figures qui changea le destin de la Chine. On utilise le papier pour tout et partout. Doublure des vêtements, éventails et ombrelles, manteaux imperméables et fenêtres en papier huilé, boîtes, papier parfumé à brûler, mais aussi pour les festivités avec des guirlandes, lanternes, bannières, masques, monstres et dragons, cerfs-volants et même des technologies de pointe. On fabrique des armures de papier pliées, plus légères que les cottes de mailles et tout aussi résistantes aux flèches. Elles sont si performantes qu'au XIIe siècle, on échange volontiers 2 armures de fer contre une bonne armure de papier. Grâce au papier, les Chinois inventent des objets que l'Occident ne développera pas avant le 19e siècle. Ainsi, le papier toilette est inventé en Chine au 5e siècle de notre ère, alors qu'il n'apparaîtra en Occident qu'en 1871. Les premiers billets de banque apparaissent au XIe siècle pour résoudre un problème pratique. Ils permettent de symboliser la valeur du yuan, une enfilade de 1000 rondelles de cuivre qu'on portait sur un jonc métallique, donc c'est quand même un brin plus pratique et surtout bien plus léger. Les Chinois et les Vietnamiens utilisent déjà le papier pour les marchandises, emballées en sacs et en paquets, et on dit même qu'une bonne ménagère japonaise doit maîtriser l'origami pour codifier et reconnaître les sachets des différentes médecines. À ce propos, le papier débarque en 610 au Japon par le prêche du bouddhisme d'un moine coréen, oui parce qu'à ce moment-là, la Corée est chinoise, venu divulguer la bonne parole de Bouddha au Japon. Au XIVe siècle, les Japonais sont déjà des adeptes du recyclage puisqu'ils réutilisent des papiers anciens pour désengorger les archives.
Le papier ne reste pas cantonné à l'est de l'Asie. Il accompagne les caravanes de marchands vers l'ouest sur la route de la soie, où il est vendu au Moyen-Orient comme une denrée rare. On sait d'ailleurs que Khosrow Ier, roi des Perses, répondait aux Turcs sur du papier par pur snobisme. Son petit-fils Khosrow II était lui révulsé par l'odeur animale du parchemin et n'écrivait que sur du papier chinois coloré au safran et parfumé à l'eau de rose. Malgré cet attrait des Perses pour le papier, le Moyen-Orient reste importateur de papier chinois depuis le 5e siècle. Pour la majeure partie de l'Occident médiéval, les supports d'écriture restent le papyrus et le parchemin. L'histoire du papier prend soudainement un tournant quand en 751, lors de la bataille de Talas, les musulmans s'emparent de Samarcande et font prisonnier des artisans chinois auxquels ils soutirent le procédé de fabrication du précieux papier. Ils ne perdent pas une minute et un premier centre de production est immédiatement mis en service. Le papier de Samarcande, produit à partir de chanvre et de lin, gagne sa réputation et assure la prospérité de la région. Le papier devient le support privilégié d'une nouvelle foi, l'islam, qui pendant un demi-millénaire construit son identité en unifiant tous les savoirs de son empire, de l'Indus aux Pyrénées. La technique de fabrication la plus courante du monde arabe consistait à blanchir des chiffons de lin ou de chanvre dans de l'eau de chaux, puis à un effilochage des fibres au ciseau. La principale innovation arabe réside dans le martèlement des fibres. Au lieu d'être réalisé par foulage au pied ou à la main comme en Chine, le pilonnage est effectué grâce à une meule actionnée par l'énergie humaine ou animale sur le modèle des moulins à huile ou à grains. Dès 794, sous l'autorité du grand Haroun al-Rachid, le calife des 1001 nuits, une première fabrique de papier est installée à Bagdad. Très vite, d'autres centres se créent dans la région. La route du papier se déploie vers le nord-ouest par Antioche et Constantinople, et surtout vers le sud-ouest. Entre le Xe et le XIIe siècle, le papier se développe en Afrique du Nord et remplace progressivement la production de papyrus d'Égypte. Plusieurs centres papetiers sont installés dans la ville sainte de Kérouan, qui produit de somptueuses éditions du Coran. Puis à Fès, où l'on compte 400 meules à papier en 1184. Le papier arabe est indissociable du Coran. S'il se répand si bien dans le monde arabe, c'est qu'il est le médium privilégié pour propager la vraie foi. À Cordoue, 170 femmes étaient constamment occupées à transcrire le Coran en caractères koufiques. Mais l'importance du papier vient aussi du système très administratif des monarchies abbassides et fatimides. Gouvernant d'immenses territoires, leur fonctionnement reposait sur la fiabilité des administrations. À la différence du parchemin que l'on peut gratter pour changer un nom, l'encre était définitive sur le papier et même un scribe habile ne pouvait falsifier les documents. Le califat de Cordoue en Espagne, centre d'une riche civilisation musulmane, attire au Xe siècle des savants, traducteurs, philosophes, artistes et techniciens de toutes confessions. Avec le concours d'artisans juifs, le papier se développe rapidement en Andalousie et se diffuse vers le nord, s'implantant en Castille en 1085. Alors que les années passent, l'Espagne devient une terre de conflits religieux, où les chrétiens tenteront pendant plusieurs siècles de récupérer leurs terres lors de la Reconquista. Au gré des flux et reflux militaires, la fabrication du papier en Espagne cesse d'être un monopole arabe. Les papetiers juifs de Cordoue fuient les conflits et s'installent plus au nord, dans le Roussillon et le midi de la France, où sont fondées des papeteries sur le modèle arabe. Les marchands italiens mettent en place d'autres routes commerciales pour importer le papier sans passer par l'Afrique du Nord. L'autre porte d'entrée du papier vers l'Europe est la Sicile, où le puissant émirat fatimide a fait de l'île un carrefour d'exportation du papier. Mais en 1072, Palerme tombe entre les mains des conquérants normands. La Sicile devient chrétienne et à partir du XIIIe siècle, on produit du papier à Palerme qui est ensuite diffusé en Italie. Mais d'où qu'il vienne, le papier reste un produit musulman qui provoque la suspicion dans le monde chrétien. C'est un produit médiocre, bien moins fiable que le parchemin.
Par un édit célèbre de 1221, Frédéric II interdit l'utilisation du papier pour les actes publics. Mais son administration, quelques années plus tard, sera la première à enfreindre le tabou. Pourquoi ? Eh bien parce que le papier est tout de même fort pratique, mais surtout parce qu'il n'est plus musulman. Vers le milieu du XIIIe siècle, des fabricants de la petite ville de Fabriano, en Italie, commencent à produire du papier selon une technologie entièrement nouvelle, totalement différente de la méthode arabe. À Fabriano, les moulins sont tous équipés d'un dispositif inédit qui utilise l'énergie hydraulique, c'est-à-dire des mécanismes actionnés par la force de l'eau. Le rendement s'accroît, la qualité est plus régulière, le prix de revient diminue et les ventes augmentent. La forme à puiser a aussi changé. Alors qu'elle était en bambou en Chine, en tige de roseau ou fil de coton chez les Arabes, ici, le cadre est constitué d'une forme rigide en fil de laiton. L'encollage n'est plus à la colle d'amidon de riz ou de blé, mais à la gélatine animale qui offre une protection contre les insectes en plus d'imperméabiliser le papier. L'industrie de Fabriano rencontre très vite un succès commercial considérable. Des moulins s'installent dans toute l'Italie. Progressivement, le papier italien, moins cher, chrétien et de meilleure qualité, mange les parts du marché arabe et s'impose sur les places du Nord. Le monopole italien cesse au milieu du XVe siècle, quand les gros consommateurs français puis allemands des universités, des abbayes ou des chancelleries cessent d'importer le produit et développent leur propre méthode de production. L'arrivée du papier en France au même moment que la naissance de l'imprimerie relève d'un formidable concours de circonstances. La France n'aurait jamais eu la matière indispensable au lancement de l'imprimerie dans le pays si les Français, fidèles à eux-mêmes, n'avaient pas été sujets à un caprice de mode. Le XIIIe siècle va décider que la laine c'est has-been et généraliser la confection de vêtements en lin en démocratisant le port de la chemise et du linge de corps. C'est cette mode et l'accumulation de 2 siècles de haillons de laine qui ont fourni au moment décisif de la naissance de l'imprimerie la matière indispensable à son développement en France. Pendant plus d'un demi-millénaire, les chiffonniers, nouveau métier proche des chercheurs d'or, font du porte-à-porte pour récupérer les culottes et chaussettes trouées, la matière précieuse qui permet de produire le papier. Il n'est donc plus produit directement à partir de fibres de plantes, mais à partir du recyclage des chiffons. Les tissus sont inspectés et triés selon leur qualité et leur couleur, ils sont nettoyés et déchirés en lanières, qui sont ensuite placés plusieurs semaines dans une cuve de fermentation appelée le pourrissoir. La matière obtenue est jetée dans des piles pleines d'eau où elles vont être déchiquetées et défibrées par écrasement de grands maillets en bois perclus de clous, les cames, actionnés par la force hydraulique. Délayée à raison de 2% dans l'eau claire, la pâte affinée ressemble à du lait. On puise dans cette eau avec la forme qui a encore évolué. Il s'agit à présent d'un châssis rectangulaire parcouru de minces tiges parallèles en sapin appelées pontuseaux et en travers de minces fils de laiton appelés vergeurs. Ces papiers dits vergers, produits en Europe entre le XIIIe et le milieu du XVIIIe siècle, sont reconnaissables à la marque d'eau, une image fantôme laissée par la forme. Les feuilles gorgées d'eau sont placées sous presse, la pression étant essentielle pour assurer la cohésion des fibres. Les papiers d'écriture sont enduits d'une gélatine animale créée à partir de rognures de peau bouillie. Le colleur plonge d'un mouvement rapide entre 100 à 200 feuilles à la fois dans un chaudron de colle avant une nouvelle mise sous presse. Une équipe de 2 ouvriers produit 6 à 8 feuilles à la minute, soit jusqu'à 8 rames de 500 feuilles en une journée. Mal vu des érudits du début du XVe siècle, le papier semblait voué à un avenir médiocre et routinier. C'est grâce à l'invention de l'imprimerie à caractère mobile et d'une histoire de chiffon que son destin va basculer. Vers 1450, l'invention de Gutenberg scelle pour 4 siècles l'alliance absolue du papier et du livre. De simple alternative au parchemin, le papier,
plus économique et mieux adapté aux presses d'imprimerie, s'impose comme support exclusif de la typographie. Il s'imprime plus de livres entre 1450 et 1500 que les ateliers de copistes n'en avaient produit en un millénaire. Alors que les copies successives à la main altéraient le texte, le procédé de reproductibilité des mots certifie la retranscription des originaux sans erreur. Il est également adopté par les peintres, les architectes et les savants qui y trouvent un support pour le dessin et la recherche. Le papier permet de faire sortir le savoir de l'enceinte privilégiée des universités et devient un support public. C'est l'institution du partage de la connaissance. Permettant de diffuser discrètement en un temps record des centaines d'affiches et de tracts, le papier imprimé se trouve associé aux luttes idéologiques et politiques dès son apparition. Avec la Réforme, il devient le support privilégié de textes de combat, manifestes, pamphlets ou chansons. À la fin du XVIIe siècle, le papier entame son chemin vers une ère plus industrielle pour répondre à la forte demande de consommation. Au XVIIe siècle, on estime que pour répondre aux besoins des Parisiens, les papetiers de la capitale doivent produire entre 500 000 et 1 500 000 feuilles par jour. Les papetiers sont pour la plupart équipés d'une unique cuve. À ce maigre rendement s'ajoute l'incertitude de l'approvisionnement en chiffon. En effet, alors que la mode vestimentaire ne se renouvelle pas, les papetiers vont connaître plusieurs crises dues à la pénurie de chiffon. Écrasant progressivement les petits moulins, quelques grandes dynasties papetières vont s'imposer. Chaque maison cherche à se distinguer, à anticiper ou à satisfaire les souhaits de ses clients. Le goût du public pour les surfaces soyeuses et sans aspérité conduit les papetiers à rechercher une technique qui évite les marques d'eau causées par la forme à puiser. La solution est trouvée en 1750 par les Anglais Whatman et Baskerville qui imaginent de substituer à la forme traditionnelle une fine toile métallique. Ce nouveau papier, appelé wallpaper, vélin en français, va s'imposer sur le marché international et inquiète les grands producteurs européens. Le secret de fabrication est jalousement gardé pendant plus de 25 ans. L'industrie anglaise se protège, on dépêche de nombreux espions afin de percer le mystère. Mais en 1777, Pierre Montgolfier obtient les premières feuilles parfaitement lisses en dehors d'Angleterre. Côté français, Louis-Nicolas Robert s'acharne depuis 1795 à l'invention d'une machine à faire le papier de très grande longueur, sans aucune intervention humaine. Il vend son brevet à son employeur contre un pourcentage sur les bénéfices. Mais quelques jours plus tard seulement, son employeur se fait subtiliser les plans par son beau-frère, un certain Gamble, qui file en Angleterre et dépose un brevet anglais. Alors qu'en France, Robert ne trouve aucun financier prêt à investir dans sa machine, ses plans sont perfectionnés et développés outre-Manche, et en 1803, l'Angleterre commence à les industrialiser. Pendant la première moitié du 19e siècle, la plupart des machines à papier seront développées et importées d'Angleterre en France, et on fera même venir des mécaniciens anglais pour les mettre en marche et les réparer. La guerre industrielle est désormais déclarée entre les grandes familles papetières comme les Montgolfier ou les Canson, chacun cherchant à se démarquer de son concurrent pour dominer le marché. Ma nouvelle carte. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, Très jolie teinte. j'ai pris Os. Et j'ai choisi un très beau caractère, le Cillian Rail. Elle est cool, Batman, mais ce n'est rien à côté de celle-ci. Coquille d'œuf avec des caractères romains. Qu'est-ce que tu en dis? Joli. La quête du papier toujours plus lisse et plus blanc ne s'arrête pas là. Plusieurs innovations vont être déterminantes dans l'évolution du papier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais ces innovations vont aussi marquer une baisse de qualité et signer le début d'une guerre contre un ennemi invisible qui progresse à l'intérieur du papier. C'est l'autodestruction provoquée par les traitements chimiques des papiers modernes. En 1774, un chimiste suédois, Schiele, découvre le pouvoir oxydant du chlore qui permet de blanchir la chiffe. Dès 1807, un procédé d'encollage dans la masse, la colophane, permet d'introduire de la colle imperméabilisante directement dans la pâte, supprimant l'étape de l'encollage dans un chaudron de gélatine. Seulement, cette colle multiplie par 16 fois l'acidité du papier.
On découvrira plus tard que des traitements comme ceux au chlore ou à la colophane sont en fait très néfastes à la conservation des feuilles, qui vont devenir chimiquement instables et jaunissent très rapidement. La multiplication des machines entraîne dès 1840 une chute des prix du papier et simultanément une flambée des cours de la matière première, le chiffon, dont la collecte reste un enjeu majeur. Malchance, au 19e siècle, la mode est au coton dont la fibre est bien trop molle pour fabriquer du papier. On tente donc par tous les moyens de trouver une nouvelle matière première qui viendrait remplacer les chiffons. On expérimente avec divers végétaux mais sans résultat concluant. L'industrie du papier est encore une fois fortement impactée par la mode textile et les chiffonniers sont bien en peine. En 1841, Monsieur Tripot de Paris dépose un brevet pour fabriquer du papier à partir de la fiente de tous les animaux herbivores. Il estimait que la paille et le foin avaient déjà subi une première trituration sous la dent et dans l'estomac des chevaux. Le crottin, disait-il, est en grande abondance. On peut obtenir de chaque cheval 1 kg de papier par 24 heures. Une seule caserne de cavalerie suffirait à la consommation du ministère de la Guerre. Il est étonnant que l'on n'ait pas songé plus tôt à cette matière. L'idée est exploitée un peu plus tard par une usine située aux portes de Paris qui fabriquait du papier et du carton avec le fumier des écuries impériales. Certains papiers qui sortaient de ces ateliers étaient appréciés, paraît-il, pour envelopper la pâtisserie. Finalement, ce sont les Allemands qui découvrent la matière providentielle. En 1844, Keller dépose un brevet pour extraire la pâte de cellulose et Volter développe une machine capable de trier et déchiqueter les copeaux de bois jusqu'à obtenir une pâte lisse. Je suis la fille dragon, j'exauce tous les vœux, mais seulement ça. Pour que la pâte de bois, jaunâtre et hétérogène, puisse rivaliser avec la qualité de la pâte de chiffon, il faut en éliminer les éléments ligneux indésirables et ne conserver que sa composante cellulosique. Le principe du traitement chimique consiste à traiter la fibre à chaud dans de fortes solutions de soude ou de potasse, puis dans le chlore. La cellulose, qui résiste à ces alcalis bouillants, reste intacte, tandis que les autres substances constitutives du bois se dissolvent. La biochimie n'intervient plus seulement dans le blanchiment, mais dans le processus de tri de la pâte. Le résultat est médiocre, mais peut convenir à un nouveau marché très gourmand en papier, le journal. Entre 1861 et 1900, la fabrication globale de papier et de carton en Angleterre passe de 96 000 à 648 000 tonnes. Les États-Unis, le Canada et les pays scandinaves, grands exploitants de forêts, s'imposent sur le marché international. À partir des années 1810, les machines se développent régulièrement pour augmenter le rendement. Au début du XXe siècle, les machines les plus performantes tournaient à 10 km/h et mesuraient 30 mètres de long. En 1945, elles tournaient à 50 km/h pour 50 mètres de long. Aujourd'hui, les performances ont doublé. La montée historique de la consommation au tournant du siècle, liée notamment à l'école obligatoire et à l'alphabétisation massive qui en découle, se traduit par une croissance vertigineuse de la production de livres, mais aussi de papier d'écriture et de journaux. Le papier est devenu le médium de la République. C'est sur le papier que reposent les chances de la démocratie. L'abondance soudaine de papier suscite la surenchère d'inventivité, dans laquelle les entreprises américaines prennent très vite un rôle prépondérant. À Boston, en 1870, un industriel produit 75 millions de cols de chemise par an. Les papetiers comprennent qu'en dehors de supports graphiques et de quelques innovations pittoresques, le principal débouché du papier est le conditionnement et le transport des marchandises. En 1871, aux États-Unis, le papier toilette est produit pour la première fois en rouleau. En 1906 apparaissent les premières briques de lait et au tournant du siècle, les affiches publicitaires. Avec les préoccupations écologiques actuelles, les regards se portent sur l'industrie papetière et avec la dématérialisation, le papier semble aujourd'hui appartenir au passé. En France, le papier importé peut être issu de la déforestation illégale, et si le papier peut être recyclé jusqu'à 5 fois, il contient en moyenne seulement 10% de papier recyclé, donc peut mieux faire. De plus, il faut garder à l'esprit que l'on parle d'un papier qui est bien souvent traité avec des couleurs et des plastifiants synthétiques et qui a été blanchi avec des traitements agressifs très nocifs pour l'environnement.
Alors que la dématérialisation progresse, il est peut-être temps de remettre en cause notre rapport au papier pour l'utiliser moins, mais mieux. Est-ce que le papier doit forcément être blanc et lisse? Sommes-nous prêts à sacrifier nos papiers cadeaux pailletés et décorés pour du papier craft? Au seuil d'un univers dominé par le virtuel et l'immatérialité, peut-être nous dirigeons-nous vers une ère du papier d'art à la japonaise, où le papier serait le médium d'une relation esthétique à la matière. On observe d'ailleurs depuis les années 80 un retour des moulins en France qui produisent des papiers d'art, un artisanat qui n'a jamais réellement cessé d'exister en Chine et au Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce format était un peu plus long que ce que j'avais prévu, donc merci d'être resté jusque là. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir à quoi ressemble un papier fait main. Je vous recommande très chaleureusement la visite du moulin Richard Debat à Ambert, en Auvergne. C'est l'un des derniers moulins historiques de France et la muséographie est vraiment incroyable pour vous plonger dans la vie des papetiers. C'est un équilibre réussi d'authenticité et de modernité. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre en personne, ils ont un site internet avec tous leurs papiers et produits dérivés. C'est une bonne idée à retenir pour les cadeaux de Noël. C'est un artisanat qui a besoin de nos encouragements, alors n'hésitez pas à les soutenir. J'en connais une autre qui aurait besoin de votre soutien, alors si la vidéo vous a plu, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Très important pour l'art.